Alors qu'il rentrait avec les jumeaux d'un déjeuner chez Étilive et Humégan partant en patrouille le lendemain, ils virent 8 gardes. Mérette marchant en leur tête, la jambe gauche raide, s'approcher d'eux dans l'avenue remontant vers le palais. Vos seigneuries, salua-t-il avec dédain. Créature, vous êtes mandé chez le roi. Pour quelle raison, capitaine? Questionna diplomatiquement Lundil. Depuis quand votre père doit-il se justifier à vous? Désirez-vous le faire attendre? Livy conserva un visage de marbre en s'avançant entre les gardes. Ils se retournèrent d'un seul mouvement quand elle se retrouva au milieu, et elle tenta de faire disparaître la boule naissante dans son ventre. Depuis son arrivée, pas une seule fois elle n'avait revu le roi. Cette convocation n'augurait rien de bon. Les soldats l'entouraient toujours, tandis qu'elle avançait dans le couloir menant au bureau du monarque. Ils se firent face, les uns le long du mur, les autres contre la rambarde. Elle ne bougea pas en voyant les gardes, lances croisées devant la porte. Elle savait qu'elle n'avait le droit à aucune initiative et qu'elle devait rester debout, à attendre, tant que la porte ne s'ouvrait pas. Un léger vent fit parvenir jusqu'à ses narines les parfums des fleurs en dessous d'eux et fit remonter l'odeur de la terre humide. Elle laissa ses sens apaiser ses émotions, et le frémissement des feuilles du céanote berçait au loin sa peur. Le regard de Mérette lui brûlait la nuque. Elle resta dans la même position, les mains dans le dos, jusqu'en fin d'après-midi. Mérette n'avait pas détourné ses yeux. Elle l'avait senti amusée au début, puis de plus en plus agacée au fur et à mesure que le temps passait et qu'elle ne bougeait pas. La colère commença à poindre vers la fin alors qu'elle n'avait toujours pas esquissé un geste, ni montré de signe d'impatience. Il aurait été furieux s'il avait vu son petit sourire en coin. Elle le ravala quand les portes se mirent à bouger et que les lances se décroisèrent. Edwina, la conseillère du roi, lui fit signe d'approcher. « Voici, Mérette. » Livy patienta sous le regard attentif de la Cyrlia. Mérette ne bougea pas, elle non plus. Il se décida à avancer. Elle attendit qu'il la dépasse et soit à 2 mètres devant elle pour se mettre en mouvement. Elle ne manqua pas la frustration sur le visage d'Edwina. Les leçons de Thérèle et Tanat n'avaient finalement pas été vaines, et elle avait eu tout le temps de se les remémorer. Le roi la regarda approcher avec une pointe d'agacement. Nul doute qu'il avait longuement planifié cette rencontre et que son début ne se passait pas tel qu'il l'avait imaginé. Elle espérait pouvoir être en mesure de ne lui donner aucun atout. Elle s'arrêta à 3 mètres du bureau et fit une légère inclination de sa tête avant de poser son regard sur un point invisible derrière le roi. Elle vit Muyenne s'écarter de la fenêtre et venir s'appuyer contre la bibliothèque, observant l'échange en silence. « Comment vous portez-vous » demanda Sébrindel. « Bien, Votre Altesse. Je vous remercie de demander. »« Vous adaptez-vous bien ici ?»« Oui, Votre Altesse. »« Vous savez, je n'aime pas qu'on me mente, » fit-il paternaliste. « Je sais qu'il y a eu un incident il n'y a pas si longtemps. Je m'inquiète un peu pour vous, perdu si loin des vôtres, entouré par des gens et une culture que vous ne comprenez pas toujours. Cela doit être dur de se retrouver loin de ce qu'on aime. Votre bien-être m'importe. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quoi que ce soit de grave. Après tout, il semblerait que mes fils, la chair de ma chair, se soient attachés à vous. Je vais mieux depuis, Votre Altesse. Heureux de l'apprendre. Je n'aimerais pas que vous renouveliez une telle agression sur l'un de mes sujets. Cet Elphète a eu beaucoup de mal à se remettre de votre... comment dire... jeu. Et j'ai moi-même dû intervenir personnellement. Mais il semblerait qu'à l'exception de cet incident, Eridani et Selaeg aient su trouver la muselière adaptée. J'ose espérer qu'il en reste ainsi. Après tout ce que vous avez traversé, je ne voudrais pas avoir à vous enfermer. Si encore il y avait eu un intérêt quelconque à votre personne. Mais il semblerait qu'à part votre étrange apparence, vous soyez aussi banal qu'une Diétia. Enfin, si Talat a, bien évidemment, fait son travail correctement. Elle se força à garder un visage neutre tout le long du monologue royal.
J'ose espérer que votre attitude restera exemplaire lorsque Selaeg et Eridani devront s'absenter pour remplir leurs obligations qu'ils ont trop longtemps négligées, expliqua-t-il alors que Nguyen semblait surpris. Je ne les blâme aucunement. Comment le pourrais-je après ce que vous avez vécu? Mais il semblerait que ce soit du passé et qu'ils vont beaucoup mieux. Ils peuvent donc recommencer à servir ce royaume. Puis-je compter sur votre docilité? Oui, Votre Altesse. Disposez. Elle s'inclina une nouvelle fois devant lui et attendit que Meret s'avance pour le suivre. Les paroles du roi se confirmèrent. Quelques jours à peine après sa conversation, Eridani partit pour patrouiller les frontières de l'Est, la boule au ventre, le souvenir de sa capture présente dans son esprit depuis qu'elle l'avait appris. Aucun d'eux n'en avait parlé quand ils s'étaient réunis la veille pour manger tous ensemble. Elle avait franchi les portes de la cité, le dos droit, à la tête de 20 cavaliers. Sauf missive militaire, il n'aurait pas de ses nouvelles jusqu'à son retour au début de l'automne. Les mois suivants, tous durent s'absenter plus ou moins longtemps de la cité. Lorsque les jumeaux étaient tous deux absents, elle allait chez Nguyen ou Étilive, en fonction de leur disponibilité. Mais la situation se dégrada rapidement quand, au début de l'hiver, une simple escarmouche aux abords d'un village du nord, aux limites de l'océan, évolua en bataille. Les 5 elfes étaient déjà stationnés ailleurs ou faisaient partie des renforts. 200 guerriers et guerrières du bataillon mixte sur les 300 disponibles avaient été envoyés. En tout, 1200 combattants quittèrent la capitale. Elle eut l'impression que la ville s'était vidée de ses habitants. Ceux restés en arrière sortaient peu, attendant anxieusement des nouvelles du front. Umegan avait été interdit de se rejoindre à l'appui sous prétexte qu'un risque d'épidémie chez les diétiers existait avec l'hiver et qu'il était le plus compétent. Tous deux n'avaient pas été dupes. Ils étaient la garantie que les autres reviendraient, s'ils ne tombaient pas sous les bannières. Le royaume des 1000 eaux, plus proche de la zone de combat, fut le plus prompt à envoyer des renforts venus des régions limitrophes, ce qui lui permit de gagner la bataille et de renvoyer les Ladians au-delà du fleuve. L'équilibre bicentenaire entre les deux royaumes revint. Les habitants du village détruit se réfugièrent dans les cités proches ou à la capitale. La majorité des blessés furent soignés sur place et des bûchers érigés pour les morts. Quand un escadron de l'armée régulière revint, il avait avec lui des prisonniers. Ces derniers avançaient par rang de 2 face au vent glaçant. Des cordes ceignaient les poignets des captifs, les reliant les uns aux autres. Plusieurs avaient été blessés et des soins sommaires leur avaient été donnés. Aucun n'avait pu bénéficier du savoir des Sirlians pourtant réputés dans ce domaine. Alors que la joie avait éclaté au début, le silence s'imposa, accompagnant la traversée des prisonniers, encadrés par quelques soldats à travers la ville. Le groupe était rentré par la porte sud, en ayant entièrement contourné la ville par l'ouest. Sébrindel put alors venir à leur rencontre en descendant la grande avenue. Sa garde montait derrière lui, leur tenue, de bleu et d'argent, scintillant doucement sous un timide soleil d'hiver. Il était tel que Livy l'avait vu pour la première fois. Monté sur une snéguile au pelage gris, vêtu d'une longue tunique blanche brodée de vert tombant sur ses cuisses, un pantalon de feuilles noires. Ses cheveux étaient tissés de fils d'argent, partant d'un cercle sur son front, se mouvant au rythme de sa monture. Quand elle s'approcha de la place avec Umegan, elle sentit son appréhension croître. Elle avait peur qu'il soit parmi les captifs. Ces 2 elfes s'étant évadés avec les nains. Des immortels du royaume central. Elle détailla les 7 visages à la chevelure blanche, éparpillés dans la marée rouge. Elle ne les reconnut pas. Elle aurait dû s'en douter en voyant la longueur sur leur tête, et pourtant, elle avait espéré en même temps qu'elle avait craint. « Tout va bien ?» murmura Umegan à sa droite. « Vous êtes pâle. Plus que d'habitude. »« Que vont-ils faire d'eux ?» interrogea-t-elle sans répondre à sa question. « Cela dépendra de la décision du roi, » répondit-il intrigué par son comportement. Elle déglutit et les détailla plus encore. Certains avaient un bandage autour de la tête ou de certains membres. Pourtant, ils avaient encore leur tenue de feuilles carmin, des plaques de métal alourdissant l'armure sur les flancs et les épaules. Elle se souvenait parfaitement des avertissements de Bellette à ce sujet.
Les végétaux se gorgeaient de tout liquide et pouvaient, en de rares occasions, vider entièrement un blessé de son sang. 4 d'entre eux présentaient aussi des signes de fièvre, pourtant si anormales chez les immortels et malgré les températures glaciales. Elle voyait certains habitants poser leurs yeux sur les blessures, fronçant les sourcils, murmurant entre eux. Certains soldats proches des blessés les plus atteints semblaient mal à l'aise. La compassion semblait plus proéminente envers les Taurians, et elle se rappela que ces derniers avaient vécu un temps en ce royaume. Pourtant, les captifs gardaient la tête haute, leur fierté comme seule source d'énergie. Elle reconnaissait cette attitude. Les soldats s'arrêtèrent d'un même mouvement et s'inclinèrent une main sur le cœur devant le monarque. « Votre Altesse », fit la commandante en tête de cortège. « Agraya, c'est un honneur de vous revoir, rapportant la victoire de notre peuple avec vous. Je me joins à votre honneur en pensant à nos soldats, monseigneur. J'espère que vous n'avez pas trop souffert des combats. Très peu sont tombés, votre Altesse. Les blessés les plus graves sont protégés par les mains de nos guérisseurs et gardés par les combattants du bataillon mixte. J'ai bon espoir qu'ils soient déjà bien avancés dans leur rémission quand ils arriveront. C'est un soulagement pour moi et je suis sûre pour leurs proches d'entendre vos paroles. Je ne doute pas que vous et les vôtres apporterez le réconfort nécessaire aux familles de ceux qui sont tombés. Nous le ferons tous. Votre Altesse, fit-elle en s'inclinant de nouveau. Le roi détailla les prisonniers l'un après l'autre, son regard émeraude s'arrêtant sur chaque visage, chaque blessure. Il ne sembla pas trouver ce qu'il cherchait. « Pourquoi » se contenta-t-il de demander. « Des guerriers ont été capturés durant les affrontements, dont certains sous mon commandement, Votre Altesse. » Livy sentit une tension naître dans la population. Elle ressentit la même en pensant aux 5 elfes auxquels elle s'était attachée. « Capturés ? En êtes-vous certaine ? » « Oui, Votre Altesse, » répondit-elle mal à l'aise pour la première fois depuis le début sous l'observation fixe du monarque. « Nous ne les avons pas retrouvés parmi nos blessés, ni parmi les morts. Si tel est le cas, pensez-vous que les bouchers les auront gardés en vie ?» Elle jeta un coup d'œil aux prisonniers. Aucun n'avait fait signe de comprendre ce qui se disait. Peut-être ne parlait-il pas le léchir. Que ressentait-il en cet instant ? « Je le pense, monseigneur, » répondit Agraya. Penser et savoir sont malheureusement 2 notions bien différentes. Et en ces temps si sombres, même si c'était une erreur de jugement, je ne peux vous en blâmer. Qu'il soit emmené dans les geôles, fit le roi. Si je peux me permettre, Votre Altesse, commença-t-elle précautionneusement, ils ont besoin de soins. La fatigue des combats ne nous a pas permis de leur apporter ceux nécessaires, et tous les guérisseurs compétents sont restés en arrière avec les blessés. J'ai peur que leur marche jusqu'ici n'ait fait qu'aggraver certaines de leurs blessures. Et le peu de ce restant ici sera occupé à refaire nos réserves et à soigner les nôtres, contra-t-il. Ils n'auront, je le crains, pas le temps de s'occuper d'eux. Bien, monseigneur, capitula-t-elle honteusement. Livy se sentit outrée par la décision du roi. C'était une condamnation à mort pure et simple pour certains d'entre eux. Elle perçut son opinion partagée par d'autres spectateurs disséminés sur la place et des soldats entourant les prisonniers. Pourtant aucun n'intervint. Le roi retourna son snéguil pour remonter l'avenue quand les mots lui échappèrent. « Vous ne pouvez pas faire ça !» Le roi se figea sur sa monture et la retourna lentement vers la place. Humégane tenta de la retenir, mais elle s'avança au-devant de Sébrindel. Son froid regard d'émeraude fit quitter le sang de son visage, si semblable à celui d'un autre. Elle déglutit, mais continua de remonter la ligne de soldats. Elle s'arrêta derrière Agraya et s'inclina devant le roi, la dominant du haut de sa bête. « Livy, fit-il avec un sourire paternaliste.
Vous êtes une étrangère en ce lieu et, bien que résidant parmi mon peuple depuis plusieurs années, vous semblez ne toujours pas avoir intégré nos valeurs et nos traditions. Je vais donc considérer votre insolence comme une ignorance. Je pense au contraire, Votre Altesse, que je les ai bien intégrés, répliqua-t-elle, en choisissant prudemment ses mots. Peut-être même trop bien. C'est la raison pour laquelle, si vous le permettez, je me sens outragée par votre décision. En quoi cette décision est-elle outrageante? L'ensemble de vos valeurs, de votre culture et de vos traditions se construisent autour de ce qui fait votre fierté et votre force, ce qui vous différencie des autres immortels, fit-elle en désignant ceux attachés. Votre amour et votre respect pour la vie. Vous mettez toute votre énergie et toutes vos connaissances pour soigner ceux dans le besoin. Les Taurians, quand leurs terres ont été détruites, en soutenant, dans les premiers temps, les Ladians dans la guerre contre les nains, ou en repoussant l'ombre dans le regard de vos sujets. Vous l'avez fait dans l'espoir de les sauver, car la vie a plus de valeur à vos yeux que toutes les richesses de ce monde. Qu'importe l'étrangeté des créatures, telles que vous l'avez fait avec les diétiers quand ils sont apparus. J'ai pu, moi-même, bénéficier de cette bienveillance chère à vos cœurs. Elle sentit un changement dans l'attitude de ceux observant la scène. Elle les avait atteints avec ces mots et avait su renforcer leur indignation. « J'entends ce que vous dites, et je comprends plus aisément votre révolte, » répondit le roi conscient de l'opinion des siens. « Mais vous ne savez pas ce qu'est une guerre. Et parfois, il faut savoir fermer les yeux à sa nature, aussi bienveillante soit-elle et aussi douloureuse que soit la décision. Vous avez raison, je ne sais rien de la guerre, Votre Altesse. De ses conséquences pour ceux qui restent en arrière et ceux qui partent, continua-t-elle en désignant civils et soldats. Mais je ne connais que trop bien la torture. Ne les suppliciez pas inutilement, ils ont déjà bien assez souffert. Alors soyez indulgents, et tranchez-leur la tête dès cet instant. Elle attendit la réponse du roi, espérant l'avoir menée sur un terrain glissant. La perception qu'elle eut des habitants et soldats autour d'elle semblait la conforter dans cette opinion. Mais Sébrindel restait un texte illisible pour elle. Elle avait su trouver les mots pour faire pencher l'opinion en sa faveur et pour préserver les prisonniers. Pour l'instant. Je ne gâcherai pas nos moyens pour les soigner, alors que nos blessés vont arriver d'un moment à l'autre et en auront besoin. De même, je ne déshonorerai pas mon peuple en le rendant complice d'une exécution sur des guerriers affaiblis et sans défense. Il laissa planer ses paroles avant de reprendre. Pourquoi la vie de ces elfes vous importe-t-elle tant? Avez-vous songé qu'ils sont sûrement ceux qui ont traîtreusement planté leurs lames dans le dos de nos soldats, de nos fils, de nos compagnes? Peut-être n'êtes-vous pas celle que vous prétendez et que, dans notre bienveillance, nous vous avons laissé vaquer libre quand vous auriez dû être enchaînée. Elle perçut que les paroles du roi en avaient touché certains, mais pas tous. Elle attendit à son tour que la tension monte avant de déposer son atout. « C'est votre devoir en tant que troisième peuple, » clama-t-elle clairement. Elle eut l'impression de poignarder tous les immortels présents. Sébrindel perdit quelques secondes sa contenance. Elle sut qu'elle avait gagné cette manche, mais ne s'attarda pas sur sa victoire. Il ne se laisserait pas faire aussi facilement. Effectivement, c'est notre devoir. Mais, comme il a été dit, tous nos guérisseurs capables de les soigner ne sont pas ici. Et avec l'hiver et la faiblesse maladive des diétiers, je ne peux pas me permettre de les réquisitionner. Nous ne voudrions pas revivre la pandémie d'il y a 5 hivers. Je crains que la seule solution soit que vous vous en chargiez. Même sans nos dons, je suis certain que vos expériences passées en tant que suppliciés
vous y aideront. Acceptez-vous de les soigner à même les geôles et de rester enfermé avec eux. Si telle est votre décision, je l'accepte, Votre Altesse, fit-elle en déglutissant. Je suis heureux de l'apprendre. Ainsi, si vous réussissez, peut-être leur reine acceptera-t-elle de faire un échange, si elle n'a pas déjà exécuté les nôtres. Livy s'inclina devant le roi. Cette fois-ci, il retourna en son palais sans que quiconque ne dise un mot. Il avait raison, elle n'avait pas leur magie. Mais elle avait l'expérience de là-bas. La plupart avaient été ignorants de cet art, et ceux le connaissant étaient bien trop exténués pour l'utiliser correctement. Ils avaient appris à faire sans, et elle savait pouvoir compter sur l'aide de quelqu'un d'autre. Une reine défunte, Mérina, la guérisseuse. La maison de justice, érigée au bord du lac au sud-est de la cité, s'élevait sur 3 étages. Les façades étaient peintes en vert et doré. Un escalier en colimaçon situé au centre desservait les différents niveaux. Les geôles avaient été construites en dessous et s'étiraient le long des fondations. Une largeur de 4 mètres entre les murs et les barreaux en fer forgé encadrant l'espace central. Une seule porte avait été incluse dans la structure, juste en face de la dernière marche. À l'opposé, une fontaine avait été taillée dans la roche et faisait venir directement l'eau du lac dans l'espace. Dans un coin, un trou pour les déjections était caché par un muret, laissant seulement dépasser la tête du prisonnier. Les ladians et torians avaient été maintenus attachés durant le trajet, et, lors de la descente, certains faillirent s'écrouler à plusieurs reprises, attirant les autres avec eux, mais ils furent à chaque fois rattrapés, soit par les leurs, soit par des Sirlians. Loin du roi, ils laissaient transparaître leur compassion. Livy descendit en dernier, des soldats dans son dos. Quand elle arriva en bas, elle poussa un soupir de soulagement en voyant que de larges ouvertures en arc de cercle avaient été façonnées dans les murs entre le niveau du sol et le rez-de-chaussée. Son soulagement ne passa pas inaperçu, et un soldat lui posa la main sur l'épaule en geste de soutien. Elle vit 2 elfes et une diétia emprisonnés observer leur arrivée avec curiosité. Agraya échangea avec les gardes, les surveillant. « Il semblerait que vous soyez chanceux, » fit l'un d'eux. « Venez, vous êtes libérés avant l'heure. J'aimerais ne pas vous revoir au vu de vos remplaçants. » Il ouvrit la porte et fit sortir les 3 anciens condamnés dans le carré central. Une fois qu'ils furent remontés à la surface, il s'approcha des captifs et coupa leurs liens l'un après l'autre. Ils pénétrèrent dans la prison au fur et à mesure, en ordre et sans se débattre. Certains s'effondrèrent directement contre le mur. Agraya lui fit signe de lui remettre les brassards de métal et d'entrer à son tour à la surprise des gardes. Elle déglutit et franchit le pas de la porte, ne pouvant empêcher son sursaut lorsqu'elle claqua derrière elle, la bile remontant dans sa bouche en entendant la clé dans la serrure. Elle respira profondément plusieurs fois, fixant son regard sur le ciel se découpant dans le mur. Elle réussit à ravaler sa crise de panique sous le regard intrigué des immortels. Elle fit un pas vers la source s'écoulant du mur et remplit le seau d'eau glacée, le lac gelé presque visible dans l'ouverture au-dessus de sa tête, derrière le sol enneigé. Elle s'approcha alors des elfes fiévreux et se mit au travail sans un mot. « Je suis désolée, » murmura Agraya en remontant seule les escaliers, laissant ses soldats. Mérette descendit peu de temps après, accompagnée de serviteurs diétiers, et murmura des ordres aux gardiens sans la quitter du regard. Les servants lui passèrent à travers les barreaux des vêtements qu'elle distribua une fois le chef de garde parti. Il y en avait 2 de trop, et elle ne sut jamais si ce fut volontaire de la part des serviteurs. Elle déchira les tuniques pour en faire des bandages et nettoyer les plaies drainées des guerriers. Certains durent rester nus le temps qu'elle puisse s'en occuper. Elle vit sur leur corps des lignes d'or traçant des formes différentes. Lorsqu'une Toria avait voulu s'approcher d'un des blessés, les gardes l'en empêchèrent, lance tendue. La guerrière les avait fixés avec un tel dégoût qu'ils n'avaient pu soutenir son regard. Quand Livy avait tenté de se reposer au milieu de la nuit, elle s'était réveillée quelques minutes après, en sursaut.
Le moindre bruit la faisait frémir, et elle se plongeait dans les soins. Ce fut l'une des raisons l'aidant à repousser ses crises de panique. Les autres étant les courants d'air traversant l'espace et les vues qu'elle avait dues dehors. Elle avait tenté de leur parler dès le début, sans succès. Il lui avait désigné une Ladia délirante de fièvre aux yeux de saphir, ne lui donnant que son nom. Tariki. Elle en avait déduit que c'était la seule à connaître le Mi'kmaq ou le Léchien. Elle fit sang, communiquant avec ses mains et regrettant presque que le sol soit en pierre. Les immortels avaient été réticents à son toucher et effrayés par son regard, la tension émanant de leur corps à chaque fois qu'elle approchait l'un d'eux. Ils se détendirent un peu le matin du second jour, lorsque la fièvre avait presque disparu chez leurs camarades. Malgré tout, sur la vingtaine de prisonniers, seuls 3 d'entre eux pouvaient se plonger dans le sommeil réparateur elfique. Meret lui permit contre toute attente de gagner leur sympathie et leur confiance. Il vint leur apporter la nourriture, lors de la relève le midi du second jour, accompagné de 4 de ses plus fidèles soldats. Il resta debout, appuyé contre la table, une marmite posée dessus, tandis que les 3 Sirlia et le Sirlio prenaient position autour du carré central. Le fumet de la nourriture se diffusa dans l'air. Il ne la lâcha pas du regard, ignorant entièrement les prisonniers répartis à travers l'espace. Elle l'ignora malgré la faim s'accentuant chez elle et les captifs. « Venez ici », l'appela-t-il en s'appuyant à travers les barreaux. Elle se redressa et s'approcha du Sirlio au regard ambré, gardant une certaine distance. « Plus près », exigea-t-il. « Je suis sûr que vos amis ont besoin d'énergie et de nourriture. » Elle avança et se mit à sa portée, se préparant mentalement à la douleur imminente. « C'est bien, » railla-t-il en lui tapotant la joue. Il passa sa main dans ses cheveux gris, attrapa l'arrière de son crâne et lui fit percuter les barreaux avant de la repousser. « J'ai fantasmé cette vision dès que je vous ai vu. » Il se détourna d'elle et alla prendre la marmite qu'il déposa devant les barreaux. Il laissa les écuelles sur la table et remonta les escaliers. Une fois qu'il eut disparu, Livy frappa le pli de son coude droit de sa main gauche, redressant dans un même mouvement son membre, le poing fermé. Geste d'insulte typique des nains. « Je suppose qu'on doit se démerder sans, » fulmina-t-elle en désignant les écuelles. La suffisance s'installa sur le visage des gardes. Sans en avoir conscience, elle jura aussi bien en Voynir qu'en Rastir les langues des captifs. L'un d'eux réessaya de lui parler. Elle entendit certains rire quand ils comprirent qu'elle ne connaissait que les injures. C'était la première fois qu'il se détendait vraiment. Tariki se leva difficilement et s'approcha de la marmite soutenue par l'un des siens. Elle se saisit de la louche et commença la distribution. Malgré sa faiblesse visible, elle apporta elle-même la nourriture à chaque prisonnier, commençant par les plus faibles. Livy l'aida pour sustenter ces derniers en forçant le réflexe de déglutition chez les inconscients. À sa surprise, la Ladia termina sa distribution en lui présentant la nourriture avant de manger elle-même. Une fois qu'ils eurent tous avalé une louchée, le fond fut donné à ceux qui en avaient le plus besoin, les autres acceptant sans broncher la maigre pitance. Même quand ils étaient prisonniers et affaiblis, la discipline militaire légendaire de leur peuple se perpétuait. Cela dura tout le temps de leur emprisonnement. Pas une seule fois Tariki et l'elfe qui l'avait soutenu ne mangèrent avant les autres. Les fonds de marmite étaient redistribués en alternant cycliquement les prisonniers. Si elle se trompait, ce dernier lui disait et refusait la nourriture. La nuit du 5e jour, alors qu'elle se réveillait une nouvelle fois en sursaut après seulement quelques minutes de sommeil, sous le regard soucieux de Tariki, un bruit de pas dans l'escalier se fit entendre. Ceux éveillés, ainsi que les gardes, attendirent, curieux, l'arrivée des nouveaux venus. Umegan apparut en premier, suivi par un Étilive inquiet. Il avait fait partie des premiers elfes du bataillon mixte à être entré la veille, accompagnant les blessés. Tous deux la cherchèrent du regard et la trouvèrent aisément, sa peau luisant légèrement sous l'éclairage nocturne. « Je te demande de reconsidérer ta décision, » fit l'elfe. « Cela fait 4 jours que j'y pense nuit et jour, » répondit le Diétio dans un souffle. « Je ne peux pas continuer d'accepter cette situation. Si tu fais ça, on ne pourra rien faire, » ajouta le Silio détachant chaque mot.
Elle perçut que cette conversation avait déjà eu lieu, sûrement depuis le retour de l'elfe, une fois leur retrouvaille achevée. « Merde, Etsy, regarde-les !» s'exclama le Dietio, haussant la voix pour la première fois depuis qu'elle le connaissait. « Comment pouvez-vous tolérer cette situation ? Je ne peux pas rester les yeux fermés. Je ne comprends pas comment vous pouvez. » Derrière le vous, un seul être. « Moi non plus, » murmura l'immortel. Le Dietio l'embrassa tendrement avant de se tourner vers les gardes et de demander l'ouverture de la porte. Ils le dévisagèrent, et l'un d'eux lui rappela ce que son compagnon lui avait déjà dit. S'il rentrait, il ne pourrait plus ressortir. De plus, Sébrindel avait interdit l'usage de magie. Il hocha de la tête et le gardien ouvrit. Il se détourna de son compagnon et s'approcha d'elle. Elle sentit une vague d'énergie la traverser, lui coupant le souffle, et les bracelets se mirent à vibrer de plaisir sur ses avant-bras. Après un regard surpris sur son front et un grognement quand elle prononça le nom du chef de la garde, il lui demanda ce qu'il pouvait faire. Le bruit feutré des pas du borgne mourut dans l'escalier. À l'aube, un couple d'oiseaux pénétra par l'une des ouvertures donnant sur le sud et vint s'installer dans leur prison. 2 guérisseuses d'Ietia vinrent les rejoindre les jours suivants. À chaque fois, de nouveaux volatiles pénétrèrent dans le lieu, les animaux se posant souvent à proximité du Dietio. Par la suite, quand des diétiers apportaient la nourriture, ils déposaient aussi à proximité des bandages, des onguents et une fois des couvertures. Aucun Syrlian ne fit de même.